Bonjour amis primates, aujourd'hui j'aimerais parler avec vous d'imaginaire et de changement de média avec Secret Show, publié chez nous par Akileos. Secret Show, ou plutôt The Great and Secret Show dans sa version d'origine, est l'adaptation en 12 numéros du livre du même nom, écrit par Clive Barker, écrivain et cinéaste que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà. Pour les autres, une petite présentation du bonhomme s'impose. Clive Barker est né en Angleterre, à 3 km du centre de Liverpool, le 5 octobre 1952 à 1h du matin. Oui, j'aime la précision. C'est dans cette ville qu'à l'âge de 3 ans, il est témoin de l'accident qui coûtera la vie à l'homme-oiseau Léo Valentin. En grandissant, il ira dans les écoles qu'avait fréquenté John Lennon auparavant. Et c'est pendant ces années qu'il se découvrira un goût pour la peinture, mais aussi pour l'écriture, puisqu'il rédigera sa première nouvelle à l'âge de 14 ans. Par la suite, il entrera à l'université locale, où il étudiera la littérature anglaise et la philosophie. Là, il monte sa première troupe de théâtre underground, The Dog Company, et écrira ses premières pièces, parmi lesquelles The History of the Devil, ou encore Frankenstein in Love. C'est aussi à cette période qu'il réalisera un premier court-métrage expérimental intitulé Salomé. En 1973, il part s'installer à Londres, où il continue ses activités théâtrales, que ce soit en tant que scénariste, acteur ou encore metteur en scène. Et ça, tout en pratiquant en parallèle la peinture et en publiant des nouvelles horrifiques. Nouvelles dont certaines seront rassemblées en 1984 dans un recueil au titre évocateur de Book of Blood. Il continuera sur cette lancée et entre 84 et 85, il sortira 6 volumes des livres de sang. Volumes qui seront remarqués et primés des deux côtés de l'Atlantique. Si bien qu'après la sortie du premier tome, Stephen King dira cette phrase souvent reprise: I have seen the future of horror. His name is Clive Barker. Suite à ce succès, Barker va se consacrer plus pleinement à l'écriture de fiction, et en 1985, il sort son premier roman, Le Jeu de la damnation. En 1986, il poursuivra sa carrière littéraire avec Hellraiser. En 87, il sortira Le Royaume des Devins, suivi de Cabal en 88, et en 1989, ce sera au tour de Secret Show, mais on en reparlera tout à l'heure. En bon stakhanoviste de l'écriture, il va continuer sur cette lancée, et ce jusqu'à nos jours, malgré des baisses de régime en raison de problèmes de santé. Parallèlement, et tout en continuant à fournir un travail plastique, Barker est de plus en plus attiré par le cinéma. Encouragé dans cette voie par le réalisateur britannique George Pavlou, il va fournir à ce dernier un premier script. Le scénario s'intitulera Underworld, et lorsque le film sortira en 85, il aura été renommé, entre autres modifications, Transmutation. En 87, Pavlou récidivera en portant à l'écran une autre histoire de Barker, cette fois-ci tirée des livres de sang, avec Roed Rex, le monstre de la lande. Devant ces deux métrages, Clive Barker sera... disons qu'ils sont l'une des principales raisons qui le pousseront à réaliser lui-même la prochaine adaptation de son œuvre. Et donc, en septembre 87, sort Hellraiser, qui est la mise sur pellicule du roman court The Hellbound Heart, et cette fois-ci, c'est le romancier qui sera derrière la caméra. Sincèrement, même si le nom de Barker ne vous dit rien, il est tout de même possible que ce film vous évoque quelque chose, tant le physique du personnage de Pinhead aura marqué la pop culture à la fin des années 80, et ce malgré son faible temps de présence à l'écran. Le film deviendra rapidement culte et donnera naissance à une véritable franchise. Malheureusement, chaque nouvel opus cinématographique se révélera inférieur au précédent, au point que Barker reniera parfois violemment l'usage fait de sa création. Mais Hellraiser ne sera pas son unique long métrage, et en 90, il adapte un autre de ses romans, Cabal, renommé pour l'occasion Nightbreed. Ce film, bien moins sombre que le précédent, offre à Barker l'occasion de s'amuser à créer toute une galerie de monstres extrêmement variés. Monstres qui sont en réalité les gentils de l'histoire, les rôles d'antagonistes étant distribués à des figures d'autorité de notre société, tels des policiers, des prêtres ou encore des médecins. Mais cet aspect de l'histoire surprendra et surtout déplaira aux producteurs, et pour satisfaire aux exigences du studio, le film sera raccourci et remonté par la Fox sans que le réalisateur en soit informé. Après tout, c'est pas comme s'il y avait eu un roman à la base qui exprimait déjà tout ça. Malgré tout, le métrage se bâtira peu à peu une réputation et verra son univers se développer en comic book, tout comme Hellraiser auparavant, au travers de la ligne Epic Comics de Marvel. Et si ces comics dérivés de son œuvre constituent la première rencontre entre Barker et le monde de l'édition de la BD américaine, ce ne sera cependant pas le dernier. En 1993, il se voit en effet confier par Marvel le rôle d'éditeur pour leur nouvelle imprint bâtie autour de lui, Razorline. L'objectif était de créer une nouvelle ligne de super-héros mystiques
humoristique, détaché du reste de la continuité Marvel, le tout à la sauce Barker. L'écrivain n'y travaillera cependant pas seul, puisqu'on verra passer James Robinson ou encore les Wachowski, qui y feront leurs premières armes en tant que scénaristes. Mais cette ligne prendra cependant fin en 1995, et c'est cette même année que l'artiste sortira son troisième et à ce jour dernier long métrage. Le Maître des Illusions est encore une fois adapté d'un de ses écrits. Il s'agit d'un polar fantastique mettant en scène un des personnages récurrents de l'auteur, Harry Damour, sous les traits de Scott Bakula. Malheureusement pour Barker, les problèmes d'argent de ses producteurs ont entraîné la revente du film à la MGM. Le métrage est alors amputé de quelques scènes et de nouveaux délais de post-prod lui sont imposés. Délais désormais bien trop courts pour pouvoir terminer les effets spéciaux numériques de façon pleinement satisfaisante. Dégoûté, Barker décide alors de se retirer de la réalisation. Mais malgré tout, il n'abandonnera pas complètement le cinéma puisque son nom sera encore associé à quelques métrages, que ce soit en tant que scénariste ou de producteur. Mais il va se consacrer beaucoup plus à l'écriture. Il n'hésitera pas à s'éloigner occasionnellement de l'horreur, qui fit sa réputation, en lui préférant l'écriture de romans jeunesse, romans de fantasy qu'il illustrera d'ailleurs lui-même. Malgré tout, quand on est un touche-à-tout, on le reste toute sa vie. Ainsi, au début des années 2000, il scénarisera, produira, voire contribuera à l'identité visuelle de plusieurs jeux vidéo. Par ailleurs, il designera aussi des costumes d'Halloween. Un vrai touche-à-tout. Du côté du 9e art, en plus des inévitables adaptations et dérivés de ses œuvres, il dessinera quelques couvertures et coécrira diverses séries de différents éditeurs tels que IDW ou Boom Studio. Mais c'est l'adaptation d'un de ses romans dont j'aimerais vous parler aujourd'hui avec Sequacho, dont Achilleos s'est chargé de l'édition française en 2011. À l'origine, l'idée d'adapter ce roman de 800 pages est née au milieu des années 90. À l'époque, Barker en publie la suite, avec l'objectif de réaliser une trilogie, la trilogie de l'art. Même si au rythme où vont les choses, cette trilogie est bien partie pour rester en 2 volumes. Ce projet a été porté par Eclipse Comics, qui en avait confié l'aspect graphique à Hector Gomez. Mais cela n'aboutira jamais, et il faudra attendre mars 2006 pour qu'IDW, enthousiaste suite à l'adaptation qu'ils avaient déjà réalisée du Voleur d'éternité, en publie un premier numéro. Cette fois-ci, le scénario fut confié au bon soin de Chris Ryall et c'est Gabriel Rodriguez, aujourd'hui plus connu pour le travail qu'il réalisera par la suite sur Lock and Key, qui se chargea du dessin. L'histoire démarre à Omaha dans le Nebraska, et plus particulièrement dans le bureau de poste central de la ville. Là, Randolph Jaffe se voit assigné pour son premier jour de boulot au tri du courrier non délivré. Sa tâche consistant à l'ouvrir afin que soit partagé entre les postiers tout ce qui peut l'être, le reste étant destiné à finir dans les flammes. Si ce travail était en partie un bizutage, Jaffe se prend peu à peu à l'apprécier. En effet, ces lettres mortes viennent de tout le pays et de toutes sortes de personnes. En lisant tout ce courrier, cet homme modeste mais plein d'ambition finit par découvrir que son pays a une vie secrète, souterraine. Il commence à discerner un secret caché derrière des rumeurs, des allusions et des cultes. Et une fois tout cela décodé, il devine l'existence d'un océan secret, d'îles et enfin de l'art avec un grand A. Après un meurtre, doublé d'un incendie volontaire pour le dissimuler, le postier s'en va parcourir l'Amérique afin d'en savoir plus. Et au travers de ses pérégrinations, il va finir par rencontrer une sorte de chaman du nom de Kisum. Le sorcier va lui apprendre que l'océan secret se nomme Quiddity et est en fait une mer onirique cachée derrière notre réalité. Jaffe découvre aussi que l'art permettrait de la manipuler pour changer le monde. Mais Randolph n'a pas les capacités spirituelles d'y accéder. Aussi se met-il en quête d'un raccourci et finit par trouver Fletcher, un scientifique de génie mis sur la touche en raison de son penchant pour la drogue. Ensemble, ils vont mélanger science et alchimie pour créer le nonce, le grand œuvre, une substance provoquant une évolution à marche forcée. Évolution influencée par l'état psychique de l'utilisateur. Mais Fletcher comprend que Quiddity doit être protégé de l'influence perverse du Jaffe. Aussi, une fois tous deux transformés, ils vont s'affronter dans une guerre alimentée par les rêves et cauchemars des humains sur leur route. Mais étant de force égale, aucun ne prend le pas sur l'autre, et épuisés, ils vont atteindre la petite ville de Paloma Grove. Et c'est là que prendra part l'essentiel du récit. Là, ils vont chacun se lancer dans une version violemment pervertie de l'Immaculée Conception, afin d'engendrer une descendance qui leur viendra en aide. Ce que je viens de vous décrire est un résumé succinct des 30 premières pages du comics qui en comportent environ 260, soit environ les 100 premières pages du roman sur les 750 que comporte mon édition. Autant vous dire que l'histoire est assez dense et aborde beaucoup de thématiques telles que en vrac le sectarisme, la métaphysique, la prédestination, l'amour, l'inconscient collectif, la célébrité, le pouvoir, le mode de vie de la classe moyenne, le viol, la mort. Liste non exhaustive. Et la série s'en sort bien dans sa volonté d'être une adaptation fidèle au roman. Par certains aspects, elle peut même être un bon point d'entrée à l'univers de Barker. En effet, le roman comporte beaucoup de sous-intrigues et de personnages qui vont et viennent. Et beaucoup ne vont faire que de courtes apparitions. Si ça contribue à donner plus de vie et de réalisme au Grove, et donc à l'histoire, on se retrouve rapidement avec un effet à la Game of Thrones.
Je m'explique. On a beaucoup de personnages, mais relativement peu de temps pour imaginer un visage, si bien qu'il peut être un peu compliqué de s'y retrouver, surtout quand on a passé plusieurs centaines de pages entre deux apparitions des 10 personnages secondaires. Et je trouve que le support BD, de par sa nature visuelle, pallie assez naturellement à ce problème. Tant qu'on est sur les thématiques de l'accessibilité et du visuel, vous avez dû remarquer en voyant cette vidéo que Barker a développé un univers graphique très marqué. Il n'a pas hésité à montrer dans ses films l'horreur de façon très frontale. Il en va de même dans ses écrits qui abordent sans pudeur la violence ou la sexualité. Une partie de sa réputation s'est d'ailleurs construite là-dessus, au point que certaines personnes hésitent même à le lire. Et sur ce point, j'ai trouvé la BD plus soft que le roman. Probablement afin de ne pas s'aliéner une partie du lectorat ni saturer les planches d'informations. Que l'on se rassure, la violence et les monstres sont toujours là, mais certains détails, ou scènes trop gratuites, nous sont épargnés. En vous en tenant aux comics, vous ne saurez ainsi jamais quelle utilité le Jaff a trouvé au cafard, ni n'assisterez à une scène qui rappellerait trop à certains les aventures de Constantine, période Azarello. Le problème, c'est que d'autres aspects du livre, selon moi bien plus intéressants, disparaissent dans le processus. Je parlais plutôt des nombreux personnages qui permettent à Barker de donner de la crédibilité à son décor. Ces personnages lui offrent surtout la possibilité de donner de la substance au récit en jetant un regard critique sur nos sociétés contemporaines. Par exemple, Fletcher cherche à donner corps à l'imaginaire des habitants du Grove dans le but de s'opposer au Jaff. Mais il ne trouve dans la tête des gens que personnages de télévision, vedettes éphémères ou encore acteurs porno. Faible imaginaire et donc faible armée face aux peurs auxquelles son adversaire donne vie. Et cette vie intérieure des personnages, par essence secrète, contraste parfois fortement avec le masque de respectabilité qu'il cherche à afficher en public. C'est d'ailleurs un thème récurrent chez Barker, pour qui les personnes les plus propres sur elle sont rarement les plus dignes de confiance, au contraire de nombre de marginaux au physique plus ou moins monstrueux et au mode de vie alternatif. Il n'est d'ailleurs pas innocent que les personnages clés de l'intrigue soient à leur façon des artistes ou des créatifs. Toujours dans le registre de la critique de la société moderne, Barker décrit longuement le Grove, et pas seulement sur le plan architectural, mais aussi sur celui de l'urbanisme et de la sociologie. La ville est une cité de banlieue moderne, et les urbanistes ont souhaité que son point névralgique soit un centre commercial. Pas une mairie, une bibliothèque ou un temple, mais un centre commercial. Des quartiers les plus aisés aux plus pauvres, l'unique chose reliant les habitants entre eux est donc volontairement la consommation. Bien entendu, ce thème de la superficialité de la vie moderne est abordé dans la BD, mais pour garder la part belle aux péripéties, il est parfois un peu trop survolé à mon goût. Chris Ryall a en effet fait le choix, parfaitement respectable au demeurant, de coller au plus près du roman et d'inclure dans son scénario tous les événements contenus dans ce dernier. Le hic, c'est que pour ce faire, les personnages perdent un peu en complexité, et l'utilité de certains devient même un peu douteuse. Et certains changements d'alignement semblent beaucoup plus soudains que dans l'œuvre d'origine. En optant pour une adaptation plus libre, il aurait été possible de faire disparaître certains personnages relativement peu utiles à l'intrigue et de mieux en développer d'autres. Mais il s'agit là, si ce n'est de pinaillage, au moins d'une critique un peu facile. Pour ma part, j'ai découvert l'adaptation graphique en premier, et sa lecture m'a suffisamment plu pour me donner envie de me pencher sur le roman. Il faut dire que le travail graphique de Gabriel Rodriguez contribue grandement à ce plaisir de lecture. Si son dessin n'est pas aussi précis et détaillé que ce qu'il fournira lorsqu'il travaillera avec Joe Hill, son trait est déjà parfaitement reconnaissable. Il donne aux personnages une large palette de physiques différents et surtout reconnaissables d'une case à l'autre. Bref, il nous livre un travail beau, propre et constant. En revanche, il y a malgré tout un point sur lequel pêchent ces adaptations. Et pour en parler, je dois raconter la fin de l'ouvrage, ou plutôt des ouvrages. C'est donc le moment de faire une alerte spoiler. Si vous souhaitez garder la surprise, je vous invite à sauter là. Allez hop, faut cliquer. C'est bon? Allez, on repart. Vers la fin de l'histoire, plusieurs protagonistes se retrouvent dans cet océan onirique qu'est Quiddity, lieu dont on nous parle depuis le début du récit. Autant dire que ce passage était assez attendu. Barker passe donc un certain temps à décrire les créatures qui peuplent ce monde derrière le monde, son paysage ainsi que les règles qui semblent régir cette réalité. Ce passage est relativement court à l'échelle du livre, mais particulièrement riche en détails et en visions fantasmatiques. Après tout, on est dans l'inconscient collectif de l'humanité, et le romancier cherche clairement à stimuler notre imaginaire. Et sur ce plan, la transposition en comic book est un foirage complet. Je ne sais quelle est la cause du problème, et quelles qu'en aient été les raisons, le résultat c'est qu'on se retrouve avec quelque chose d'assez pauvre visuellement. À la lecture de la BD, ça ne m'avait pas trop choqué, mais quand par la suite j'ai découvert le roman, la comparaison n'a vraiment pas joué en faveur du travail de Ryall et Rodriguez. Pour que vous puissiez vous faire une idée, voilà une comparaison, donc spoil, mais du spoil au carré, puisque je vais vous montrer la planche tout en lisant le roman. Donc attention, spoil au carré, si vous voulez pas, vous cliquez là,
là, sur le bouton là, c'est là qu'il faut cliquer, c'est bon, on y va. Plusieurs formes lumineuses nageaient au-dessous de lui, certaines à une profondeur telle qu'elles n'étaient pas plus grosses que des étoiles. Elles ne se déplaçaient pas toutes dans la même direction que lui. Certaines, comme les immenses raies dans le ciel, allaient par groupes, par bancs, montant et descendant dans les eaux. Tout comme Quiddity n'était pas un océan au sens conventionnel du terme, l'éphéméride exigeait une nouvelle définition du mot « île ». Tout d'abord, il ne s'agissait pas d'une seule masse de terre, mais de plusieurs, peut-être des centaines, reliées par des arches de roc, tout un archipel ressemblant à une immense cathédrale flottante, dont ses ponts étaient des contreforts, dont ses îles étaient des tours, de plus en plus hautes à mesure qu'elles se rapprochaient de l'île centrale, de laquelle les colonnes de fumée solide montaient à la rencontre du ciel. Au final, la BD hérite du roman une histoire fascinante, mais aussi de quelques longueurs. De même, elle acquiert des personnages riches et variés, mais peut-être trop nombreux. À ces forces et faiblesses de l'œuvre d'origine, l'adaptation ajoute les siennes. Ainsi, l'histoire gagne en lisibilité, ce qu'elle perd parfois en profondeur. Alors, puis-je vous conseiller ce livre ? Tout dépend de ce que vous recherchez. Les adaptations ont trop souvent tendance à remplacer le matériau de base dans l'esprit du public, et beaucoup ont le sentiment qu'une fois cette transposition découverte, il est possible de se passer de sa source. Or, ici, comme souvent, le roman est beaucoup trop riche pour que sa transposition sur un média différent soit pleinement satisfaite. Problème récurrent, encore trop souvent source de larmes quand on passe d'un support à un autre. Pourtant, ça n'a rien de surprenant. Les œuvres dignes d'être adaptées sont souvent celles qui exploitent pleinement les possibilités ainsi que les règles qui régissent le domaine artistique où elles s'inscrivent. Or, certains particularismes ne sont pas transposables tant ils dépendent de leur support. On ne transmet pas la même chose avec des mots ou avec des images, tout comme on ne laisse pas les mêmes libertés à l'imagination du lecteur. Les habitudes ou les attentes ne sont pas les mêmes, et ne parlons même pas des médias qui imposent leur propre rythme, comme le cinéma ou la télévision. Bref, il est illusoire d'espérer ressentir les mêmes sensations sur une création originale et son adaptation. La carrière de Clive Barker, et particulièrement sa courte expérience à Hollywood, a ceci d'intéressant qu'il a adapté ses propres écrits à l'écran. A priori, il n'y avait donc pas mieux placé que lui pour produire des films fidèles en tout point au roman. Eh bien non, il y a de multiples modifications, les différentes versions s'enrichissant l'une de l'autre. C'est même pour cette raison que l'on a pu faire de multiples adaptations d'histoires connues de tous depuis longtemps, chaque artiste et chaque support apportant une nouvelle lecture possible. Ces nouvelles versions permettent aussi à l'œuvre source de ne pas tomber dans l'oubli en attisant régulièrement de nouvelles curiosités. Par exemple, dans le cas de Secret Show, le comic book, de par sa nature visuelle et grâce à la volonté de son scénariste de respecter le travail de Barker, offre une version très accessible de celui-ci. En tant que BD, Secret Show tient parfaitement la route, mais est selon moi plus appréciable comme une porte d'entrée vers la toujours non terminée trilogie de l'art, et plus largement comme moyen de faire découvrir l'œuvre de Barker. Après tout, attaquer le roman peut en effrayer certains, soit en raison de son volume, soit en raison de la réputation sulfureuse de son auteur, dont le nom est encore souvent associé à son travail sur Hellraiser et à sa violence très crue. Si je devais conseiller cette mini-série, ce serait donc pour des gens souhaitant découvrir Barker, plus que pour ceux souhaitant simplement lire une BD indépendante. Même si en tant que telle, la mini-série tient parfaitement la route grâce à son récit autocontenu et un beau travail graphique. La lecture du roman enrichira malgré tout de beaucoup votre expérience et s'en trouvera, je crois, nettement facilitée après avoir ouvert les comics. En revanche, si vous connaissez déjà Secret Show sous sa forme romanesque, ne cherchez pas à retrouver les mêmes sensations de lecture. Si c'était le cas, j'ai sincèrement peur que vous soyez déçus. Les péripéties sont là, mais une part des thèmes abordés risque de vous manquer. En revanche, vous découvrirez une narration plus condensée et donc plus énergique, ainsi que le beau travail de Rodriguez. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, et dans tous les cas, je serai heureux de voir vos critiques et commentaires. Et je vous dis à la prochaine.